Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. On l'oublie parfois, mais l'assistante de service social n'exerce jamais vraiment toute seule. En fait, c'est souvent nécessaire de travailler en collaboration avec son équipe ou différents partenaires. Si vous avez cette image de l'assistante sociale derrière son bureau en train de prendre des décisions toute seule, sans réflexion clinique en équipe, sachez que c'est rarement le cas. Pour preuve, en France, le référentiel professionnel des DEASS précise que, selon son contexte d'exercice, l'assistante de service social travaille au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et est en lien avec des partenaires du territoire. Le référentiel de compétences, quant à lui, consacre un domaine entier aux dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux, avec les compétences de s'inscrire dans un travail d'équipe et de coordonner les différents acteurs qui contribuent au plan d'action des personnes, familles, groupes ou communautés qu'on accompagne. Maintenant que j'ai mis la table, laissez-moi vous présenter mon invité, un jeune assistant de service social français diplômé depuis juillet 2020. Paulin Brossard exerce en service social en faveur des élèves à l'Éducation nationale depuis bientôt 2 ans. Il a commencé à s'intéresser à notre profession dès l'âge de 15 ans. Et oui, il voulait déjà travailler auprès de l'humain. Son credo, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un proche auprès de lui qui peut le soutenir et être présent en cas de pépin. Être assistant social, pour lui, c'est pouvoir être cette personne chaque jour et surtout de toujours croire que chaque situation peut s'améliorer. Paulin adore accompagner les adolescents et leur prouver que peu importe leur choix et leur envie, tout est potentiellement possible. Il le répète souvent, mais il estime avoir beaucoup de chance de pouvoir faire cette profession. Bienvenue Paulin. Bonjour tout le monde. Mais bonjour à toi, et pour poursuivre cet épisode, est-ce que tu pourrais nous imager la collaboration afin qu'on comprenne peut-être mieux en quoi c'est essentiel dans notre profession ? Sur un exemple, pour donner une image, souvent quand il y a une problématique familiale et que nous sommes un adulte et que nous souhaitons aider par exemple notre tante qui est en difficulté, on peut déjà s'imaginer toute la difficulté qu'on peut avoir nous, tout seuls, pour accompagner cette personne, faire en sorte que ça puisse aller pour elle, qu'elle puisse avancer, toute l'énergie, et on n'a pas forcément les compétences nécessaires, et donc on a besoin de soutien. On a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous épauler, nous aider pour faire en sorte que cette tante, justement, puisse avancer et puisse avoir un accompagnement qui soit linéaire et non pas qu'une seule personne qui, à un moment, va se fatiguer. Et dans mon métier, c'est exactement pareil. Moi, en tant qu'assistant de service social, je sais que je n'ai pas toutes les compétences pour accompagner une personne. Il peut y avoir différentes problématiques et donc j'ai besoin aussi d'avoir des personnes autour de moi qui vont pouvoir m'épauler. Je vais avoir besoin des éducateurs, des partenaires, d'autres travailleurs sociaux, de personnes qui ont d'autres métiers, d'autres compétences pour pouvoir accompagner dans la globalité la personne. Donc la collaboration, c'est très 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 important. Image intéressante, on comprend à ce moment-là que tu as besoin de connaître les missions, les rôles, en fait le champ d'exercice de chacun de tes collègues ou des partenaires pour accompagner les jeunes que tu as en suivi. Justement, on va savoir chaque professionnel, leur poser des questions sur leur métier, sur leurs compétences, sur leur mission actuellement, quelles sont les choses pour lesquelles on peut le solliciter. Et nous, on va venir un petit peu piocher pour faire en sorte de dire à cette personne, vous avez cette problématique, d'accord, ok, donc on va pouvoir en échanger. Et moi, après, je vais pouvoir en parler à un collègue, à un partenaire qui va faire en sorte que ça puisse avancer pour vous. Mais également, on va venir échanger sur plein de situations. Ça peut m'arriver des fois d'avoir des situations, j'ai besoin d'avoir un autre avis. Et donc, je parle à la personne en face et elle va me dire honnêtement si oui, ça relève de ses missions, sinon, vers qui il faut que je m'oriente. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe en leur disant, là, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Et ensuite, ces autres professionnels vont pouvoir justement me guider aussi ou me dire, non, ça, c'est moi qui m'en occupe, va voir tel professionnel, il va pouvoir s'occuper de cette problématique. Donc ça, c'est très important.
Je crois entendre deux éléments à travers ton discours. Le premier, c'est que le travail interdisciplinaire est essentiel à ta pratique en milieu scolaire. Et le deuxième, ça concerne peut-être une des compétences des DEASS que je mentionnais en introduction, qui consiste à assurer la coordination des services. C'est un rôle important dans un service social en faveur des élèves. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que moi, dans mon métier, je suis en fait le référent social sur les établissements scolaires où je suis. Il n'y a pas d'autres professionnels dans le domaine du social. Donc, pour justement établir cette collaboration, pour établir ce travail, c'est très important de pouvoir être présent, d'être vu, de pouvoir me montrer, parce que je suis sur plusieurs établissements. Donc, lorsque je suis là, il faut que les personnes, elles sachent que je suis là. Et merci beaucoup pour ce point important parce que l'exercice à l'éducation nationale, c'est assez particulier, hein. J'ai eu la chance de faire un stage quand j'étais en formation au DEASS et au Québec, j'ai exercé en milieu scolaire également en tant que travailleuse sociale. Et on pourrait rapidement s'y sentir seul si on ne va pas vers les autres en fait. Et donc, avec toute cette première étape là que tu réalises, c'est-à-dire te faire connaître mais aussi comprendre les missions, les rôles de tes collègues au sein de l'établissement mais aussi ceux de tes partenaires externes, c'est là que tu peux mieux œuvrer dans ton rôle, comme tu mentionnes, de référent social, de coordination des plans d'action ou des services à offrir aux jeunes. Oui, exactement. Justement, nous, on va être le coordinateur parce que on va avoir également certaines compétences, mais si on a besoin de venir travailler sur des choses un peu plus précises, un peu plus pointues pour la personne, sur des problématiques vraiment particulières, on sait que nous, on va pouvoir réorienter. On va être justement ce premier recueil où la personne va venir nous parler de ces problématiques et qu'elle puisse également avoir confiance en nous. C'est ce qui va être très important pour qu'on puisse justement l'orienter. Donc oui, la coordination, c'est très important. Est-ce que tu aurais des exemples dans le cadre de ta pratique en milieu scolaire sur comment tu as pu établir des collaborations avec l'équipe éducative ou d'autres partenaires? Et bien justement, je vais faire une situation un peu globale qui peut arriver assez régulièrement. Par exemple, on a un jeune en grande difficulté, il dit qu'il ne va pas bien, qu'avec sa famille, c'est très compliqué, et donc il explique ça au conseiller principal d'éducation, sans en dire plus. Là, le conseiller principal d'éducation décide de l'orienter vers moi lorsque je suis dans l'établissement. À partir de là, moi, je prends un temps avec le jeune et là, je comprends qu'il y a des difficultés à la maison, mais il y a également aussi autre chose. Je sens qu'il y a d'autres difficultés, mais il ne sait pas comment en parler. À partir de là, je vais pouvoir également appeler la famille et comprendre quelle est la problématique avec ce jeune-là. Et lors de cet entretien avec les parents, je constate que l'enfant, il a aussi des difficultés un petit peu aujourd'hui, heu, de bien-être. Il ne se sent pas bien. Il a vraiment des difficultés aussi à pouvoir parler aux adultes, à pouvoir parler avec quelqu'un de confiance, à avoir son petit moment à lui où il peut exprimer tout ce qu'il a pu vivre et donc à partir de là, je vais pouvoir me mettre en lien aussi avec l'infirmière pour tout ce qui est la santé, le bien-être de l'enfant, mais également pouvoir me mettre en contact avec un service extérieur et moi toujours être en retrait pour que la famille puisse m'expliquer si les rendez-vous se passent bien, voir l'enfant si ça se passe bien et également aussi informer la CPE des démarches qui ont été faites et que si jamais il y a d'autres problématiques, s'il y a d'autres soucis, qu'il ne faut pas hésiter à me réorienter et que moi je reprendrai ça pour justement, parce que je suis au courant de tout ce qui a été fait, de toutes ces démarches-là. Merci. Alors évidemment, hein, on est dans un épisode consacré au travail de collaboration, partenaire, travail d'équipe. Là, tu donnes des exemples où tu as orienté ton jeune vers l'infirmière ou un service extérieur, j'imagine, quelqu'un qui est psychologue ou des ateliers jeunesse. Mais je vais quand même te poser la question car ton exemple fait écho à des enjeux de santé mentale, de santé sociale. Et toi, en tant qu'assistant de service social, est-ce que tu estimes être compétent pour accompagner des jeunes qui vivent des enjeux de santé mentale? Bien sûr, bien sûr. Alors là, en fait, moi, j'ai justement un métier un petit peu particulier, dans un service un peu particulier où je suis sur plusieurs établissements. Donc effectivement, des fois, ça m'arrive d'être qu'une seule journée sur l'établissement. Il faut vite orienter, il faut faire en sorte que ça puisse, aller assez vite et que des services puissent prendre le relais pour que moi, après, je puisse avoir les informations, voir comment ça se passe. Mais ça m'arrive de plus en plus, parce qu'en plus, j'ai des jeunes qui, justement, me voient de plus en plus dans les établissements, ont cette confiance et se disent: «Beh, je vais parler à monsieur Brossard». Donc
il y a pas de souci avec ça. Mais mon travail me demande quand même de faire de nombreuses orientations, beaucoup de collaborations et donc c'est pour ça que j'ai parlé de ces exemples-là. Merci beaucoup d'avoir apporté cette précision. Je pense que j'ai bien fait de poser la question parce que c'est un enjeu actuellement en France. Je pense à tes collègues de l'éducation nationale et toutes les assistantes et assistants de services sociaux qui se battent pour faire reconnaître leurs compétences au sujet de l'accompagnement autour des enjeux de santé mentale et sociale, entre autres. Mais ici, en fait, je comprends bien que malgré le lien de confiance que tu peux avoir avec un jeune et l'envie de d'accompagner davantage ces jeunes, c'est davantage peut-être la disponibilité, entre autres, qui fait en sorte que tu orientes ou tu réfères bien souvent pour permettre à ces jeunes d'avoir accès rapidement à des services alors que potentiellement tu pourrais les Mmh. proposer. Oui. Et j'imagine que tu collabores aussi avec des services extérieurs aux établissements scolaires? Oui, effectivement. Alors ça m'arrive aussi très régulièrement de pouvoir être en contact avec un service départemental parce que tout simplement le jeune m'explique qu'en ce moment, il y a des soucis à la maison, que tout ça est parlé avec un adulte. Il ne voit pas trop qui est cet adulte. Donc je comprends bien, par expérience que c'est soit un éducateur, soit un assistant de service social qui accompagne la famille et donc à partir de là, moi, je vais pouvoir prendre contact avec le service départemental qui va soit m'informer de quel service, quelle association va accompagner la famille ou de me donner le nom de la personne qui accompagne cette famille pour justement établir un lien et pourquoi pas faire un entretien ensemble parce qu'il y a besoin à un moment d'aborder et la scolarité de l'enfant et les problématiques au niveau de l'école, ainsi que les problématiques de la famille qui viennent en fait un petit peu se chevaucher, qui sont un peu mélangées et donc il y a besoin de faire un point sur tout ça. Évidemment, ça va de soi pour nous, mais tu demandes toujours l'accord ou le consentement du jeune ou de la famille avant de solliciter un partenaire ou un collègue en fait. Bien sûr, je ne prends pas contact s'il n'y a pas un accord avec, les parents ou, l'enfant. Ça, c'est obligatoire. Il y a une seule et bien sûr, là, on est sur un autre registre, mais il y a qu'à un seul moment où on ne demande pas l'avis du jeune ou de la famille, c'est lorsqu'il y a des répercussions. Ça peut avoir des répercussions sur le jeune. Donc là, c'est la seule, chose où on est obligé, bien sûr, de le garder pour nous, mais par la suite, ils seront informés et nous allons nous remettre dans la boucle pour faire en sorte de leur dire pourquoi nous avons fait comme ça, quel est l'intérêt et que par la suite, bien sûr, on va retravailler ça ensemble. Je rebondis sur tes propos parce que là, pour les auditeuristes, ça peut être un petit peu nébuleux, mais là, on parle vraiment de protection de l'enfance, avec la loi sur la protection de l'enfance. On peut parler aussi d'échanger des informations avec un procureur ou des juges. Mmh. Il y a des critères assez précis de mise en danger ou de risque de danger grave et important. Et si jamais ça vous intéresse un petit peu plus d'en savoir plus sur ce type d'informations qu'on peut considérer comme secrètes, et justement en tant qu'assistante de service social, on est soumis au secret professionnel, et bien c'est quand qu'on peut lever ce secret professionnel. Il y a un épisode qui est sorti avec Laurent Pouèche qui pourra vous donner davantage d'informations. Maintenant, Paulin, comme tu viens de passer par là, toi aussi récemment, tu es un jeune professionnel, je me demandais si tu avais des conseils à donner à des nouveaux ou nouvelles professionnels qui arrivent sur un poste et qui ne connaissent encore aucun partenaire. Lorsqu'on arrive sur un poste, par exemple, je vais parler pour les jeunes, travailleurs sociaux qui arrivent sur un poste et qui se disent: «Oh, comment je vais faire pour entretenir du lien, pour commencer à faire un travail de collaboration, de partenariat avec, d'autres professionnels?» Ce qui va être très important, c'est justement déjà, c'est de prendre son téléphone et d'avoir un contact, vocal. Si on peut justement aussi se présenter à la structure, c'est très important parce que les personnes vont avoir une image, vont avoir un visage et donc vont se dire: OK, je vois qui est cette personne, ça va être plus simple pour eux. Ça va être également lorsque vous avez, par exemple, terminé votre appel téléphonique par rapport à une situation, que, vous expliquez, que vous venez d'arriver, que vous avez besoin d'informations. Il y a aucune honte, au contraire, il y a souvent des personnes avec de la bonne volonté pour vous présenter, leurs services, pour vous présenter leur mission, leurs compétences. Et une fois que vous avez fini cet appel, vous envoyez un mail, juste un mail avec votre signature, ce qui va permettre à la personne de se rappeler qui vous êtes. Et justement, dans ce mail, elle va pouvoir se souvenir d'une ligne, juste une ligne.
Ah oui, d'accord, c'est tel professionnel et il s'occupe de tel service. Je peux également aussi proposer de dire, ce serait peut-être important que l'on puisse se rencontrer ou justement expliquer: «Moi, je viens d'arriver, j'ai besoin d'avoir, de la collaboration, j'ai besoin de comprendre comment ça se passe autour de moi. Est-ce que vous accepteriez que je vienne me présenter? Est-ce que vous accepteriez que que je puisse avoir quelqu'un dans votre service qui va pouvoir ensuite vous présenter mes missions?» C'est pas obligé de le faire avec tout le monde, mais à partir du moment où on le fait avec une personne, des fois, bah, cette personne va travailler avec d'autres personnes et donc là, on va avoir ce système de toile d'araignée qui va pouvoir fonctionner. Et par exemple, quand tu reçois un jeune qui a déjà un suivi avec une éducatrice spécialisée, une médecin, une psychologue ou d'autres professionnels, mais comment tu fais pour prendre contact avec celle-ci et débuter cette relation professionnelle à venir ou cette collaboration à venir? Évidemment, avec l'idée que tu as l'accord du jeune ou de la famille pour prendre contact avec cette professionnelle. Et bien justement, à partir de lorsque j'ai ce nom-là, je vais pouvoir en fait entrer en contact. Alors souvent, je vais entrer en contact par téléphone avec la personne. Je vais lui expliquer quelles sont mes missions aujourd'hui, comment je vais pouvoir moi être justement utile aussi à cette personne, parce que il faut lui expliquer au professionnel en face en quoi je vais pouvoir lui être utile. Donc expliquer mes missions, dans quel contexte je travaille et ensuite échanger sur la situation. Puis je comprends aussi que ce qui est important à définir avec cette professionnelle ou le service en question, c'est qui fait quoi avec le jeune ou plus largement, qui fait quoi avec la personne que vous accompagnez tous deux en fait. Exactement. En plus, il va y avoir, cette coordination, cet échange pour se dire: «Qui fait quoi?» Et à partir de ce moment-là, OK, donc vous travaillez sur telle mission, aujourd'hui vous travaillez sur telle problématique, donc je ne vais pas travailler sur cette problématique également. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on va être 2 et on va plus, se mettre des bâtons dans les roues. Mais par contre, moi je vais soit être en soutien ou soit je vais venir accompagner sur une autre problématique pour que justement ça puisse avancer pour cette personne. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour terminer? Oui, tout à fait. Bah, alors, pour terminer, je vais pouvoir aussi rassurer certaines personnes que la collaboration, c'est très bien, mais pour autant, ce n'est pas toujours aussi simple que l'on croit, aussi simple que l'on peut le dire, parce qu'il va y avoir des personnes avec qui on va travailler très facilement. Ça va fonctionner du tonnerre. Et d'autres personnes où ça va être plus compliqué. Pour autant, il ne faut pas se dire que c'est de notre faute ou de la faute de l'autre personne. C'est que des fois, on n'est pas forcément sur les mêmes temporalités, sur les mêmes, attentes et donc ça va venir un petit peu mettre, des difficultés dans ce lien-là. Ça va venir faire le lien va pas être tout à fait linéaire, mais pour autant, c'est pas grave. Il faut se dire que on fait notre travail, l'autre personne fait son travail et que justement, on va collaborer du mieux possible et puis que ça va fonctionner. Eh bien, merci beaucoup, Paulin Brossard, assistant de service social, pour ce mot de la fin. Effectivement, c'est pas toujours facile de travailler en collaboration, de travailler en équipe et de coordonner des plans d'intervention, des plans d'action, des plans de service. Que la collaboration en fait soit faible, si on peut le dire comme ça, ou qu'elle soit excellente, ce qui reste le cœur de nos interventions, c'est toujours les personnes qu'on accompagne. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé de l'intervention individuelle, voire de l'intervention familiale, mais la collaboration, le travail d'équipe fait aussi du sens et est autant important dans l'intervention auprès des groupes et des communautés. Et pour terminer, j'aimerais préciser que la collaboration se réfère à une pratique professionnelle, donc qui demande des compétences. La collaboration, ça implique de la coopération, des actions en commun, de la coordination entre différents professionnels, des institutions, des organisations ou d'autres acteurs et actrices dans le but d'apporter un soutien commun aux individus, familles, groupes ou communautés qu'on accompagne. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.